Bienvenue dans le magazine Santé 36.9. Les odeurs agissent sur notre cerveau et sur notre santé parce que nous sommes des êtres sensoriels. De manière souvent inconsciente, tous nos sens sont mobilisés en permanence pour nous maintenir en vie, nous prévenir des dangers, nous informer sur le monde qui nous entoure et sur l'état de notre organisme. Mais l'odorat est de tous nos sens celui qui nous semble à tort le moins essentiel pour vivre et survivre. C'est aussi celui pour lequel il n'y a ni prothèse ni substitut et c'est le moins investi par la science biomédicale. La preuve, ça fait à peine 20 ans qu'on s'intéresse sérieusement à notre perception des odeurs. C'est dire le manque de curiosité dont a souffert ce pauvre nez. Il a fallu le prix Nobel de physiologie et médecine de Linda Buck et de Richard Axel en 2004, qui a récompensé leur découverte des récepteurs olfactifs, pour qu'on réalise la formidable performance de cet organe. Les humains sont capables de distinguer plus de 10 000 molécules différentes, ce qui représenterait des milliards de nuances possibles en les combinant. Il a ensuite fallu attendre que le Covid frappe, que des millions de personnes se retrouvent privées d'odorat pour que l'on réalise à quel point ce sens est important et sa perte handicapante. Depuis, la recherche médicale a obtenu des fonds et la connaissance avance. Quentin Bollon et Jochen Bechler nous invitent à les suivre par le bout du nez. La capacité olfactive d'un être humain, elle est quasiment infinie, elle est hypersensible. Il y a cette puissance émotionnelle qui va être liée en fait à ces odeurs. Nous, on sait que l'odeur du bébé, c'est pas la même odeur que la personne qui a 90 ans. C'est dynamique, c'est vivant. Tout moment de notre vie, depuis notre naissance jusqu'à notre mort, nous avons un univers olfactif extrêmement riche et extrêmement intéressant. D'où Homo olfactus. L'histoire de notre odorat commence avant même notre naissance. Les spermatozoïdes sont dotés de récepteurs olfactifs qui vont les guider jusqu'à l'ovule et permettre l'apparition d'une nouvelle vie. Bébé olfactus, toi, tu n'as pas connu ça. On t'emmène pour un voyage olfactif. Ensemble, nous allons explorer l'histoire de notre odorat, de la naissance à la mort. Voici Gala. Elle a 6 ans et elle t'entraîne chez elle pour te présenter sa petite sœur. Tire la langue. Mais oui. Ouais. Et Aitana est née il y a 6 semaines, tout en douceur. Elle a été guidée par son nez et les odeurs de Julia et Arnaud, ses parents. 7h, 8h. Ouais, je te laisse. Tu m'appelles si tu veux. Oui. Moi, je pense que le plus fort de voir comment elle sent, c'était déjà depuis la naissance. Vraiment, comment elle sentait pour se guider, pour aller vers moi tout de suite, vers le sein. Et ça, c'est assez impressionnant parce qu'ils ont vraiment les yeux fermés, ils viennent de sortir et on sent que la seule chose qui les guide, c'est l'odorat, en fait. C'est avec son nez qu'elle cherche. À la naissance, le nouveau-né, pendant au moins 4 mois, il va être purement olfactif. Parce qu'il a une vision qui est très floue, il ne voit pas ce qui se passe autour de lui, son audition n'est pas du tout encore très bien développée. Et donc à la naissance, il va utiliser ce sens olfactif pour vraiment se faire un paysage olfactif de ce qui l'entoure. La peau de sa maman, la peau du sein, parce que ça c'est très important, le sein pour le bébé, parce que c'est là où il va avoir son aliment qui est unique, le lait, l'odeur du lait. Non, je vais l'allaiter ou non? Et bien sûr, l'odeur de sa chambre, l'odeur du salon dans la maison, l'odeur du parc où il se promène. On a l'impression qu'il gigote, qu'il n'est pas encore très dynamique dans son corps sur les mouvements, mais au niveau cérébral et au niveau olfactif, il est déjà hyper performant. Récemment, il a été découvert que l'odorat est avec le toucher le premier sens à se développer chez le fœtus. Tout le contraire de ce que les médecins ont pensé jusque dans les années 80. À cette époque, la plupart d'entre eux affirmaient que les bébés ne percevaient rien au niveau sensoriel. Benoît Schall est un des premiers chercheurs à s'intéresser à l'odorat des nouveau-nés dans ces années-là. Il a beaucoup étudié notamment son développement pendant la grossesse. Les neurones olfactifs sont visibles dès la fin du 2e trimestre.
Et au cours du 3e trimestre, ce système est capable de détecter des odorants, y compris en milieu liquide. Et probablement, c'est une hypothèse, l'olfaction fonctionne mieux en milieu aquatique qu'en milieu aérien. De cette convergence d'éléments, on peut faire l'hypothèse que le fœtus est probablement plus sensible et plus réceptif aux odeurs qu'après la naissance. Le chercheur a récemment participé à une étude de l'université de Durham en Angleterre qui s'est intéressée aux réactions du fœtus à certaines odeurs et au développement de sa mémoire olfactive in utero. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe chez le fœtus même? Est-ce que le fœtus montre déjà des signes de détection des odeurs que la mère introduit dans son environnement intérieur? Et on a pu montrer que le fait que la mère mange soit une flaveur de chou calé, soit une flaveur de carotte, eh bien, générait des réponses faciales différentes chez le fœtus in utero. Les scientifiques ont fait manger aux femmes enceintes des gélules de ces deux aliments à 32 et 36 semaines de grossesse. Environ 45 minutes après les avoir avalés, les réactions du fœtus ont été observées en direct grâce à des échographies 4D. Certaines odeurs ont un effet d'ouverture sensorielle ou de fermeture. Le fait de faire une mimique de dégoût, ça vous ferme les narines. On ferme le système quand ça devient désagréable. Et déjà, le fœtus semble avoir ces réactions. La réaction des bébés à ces odeurs a ensuite été observée quelques heures et quelques jours après leur naissance. Il a été découvert que les nouveau-nés dont les mères avaient mangé le chou kale pendant leur grossesse avaient des réactions plus positives que les autres à cet aliment très amer. Les bébés se sont familiarisés à l'odeur car elle a été ancrée dans leur mémoire olfactive. Ces recherches, elles montrent que le fœtus est capable de détecter des odeurs de la vie commune de la mère, qu'il les mémorise et qu'il est capable de s'en servir dans son comportement postnatal. Ami, oui, tu peux me sentir. C'est la même? C'est la même odeur? Ah. C'est vrai que j'aime beaucoup l'ail. Pendant la grossesse, j'en mangeais beaucoup. Et c'est vrai que ça m'a surpris. On a fait le lien avec Gala, que tout petite, elle, même bébé, elle pouvait supporter très vite de manger de l'ail, même l'ail cru. J'aime l'ail avec du poisson. Ouais. Il y avait quoi d'autre? En quoi on met l'ail cru que tu aimes beaucoup? Dis, oui. Ah oui. Qu'est-ce que le pesto? Il y a une redondance. On perçoit in utero, on retrouve la même chose dans le lait, on retrouve la même chose dans les aliments ultérieurs. Et finalement, c'est la mère, par son régime, à tous ces stades, qui imprègne le cerveau néonatal de ces odeurs. Le développement de cette mémoire olfactive est capital car elle guide le nouveau-né vers le sein pour qu'il mange rapidement. La plupart des mammifères dont l'odorat est perturbé ne survivent pas. Tu vois, bébé olfactus, l'environnement olfactif dans lequel le fœtus et le nouveau-né grandissent influence énormément leur capacité à apprécier et reconnaître des odeurs. Et ça continue toute notre vie, particulièrement à son début. Notre enfance est très importante pour le développement de notre odorat. Parce qu'on va avoir le lien avec l'aliment, donc toute l'alimentation, ça va être aussi très olfactif. Et en fait, avant même que le langage parlé s'installe, ce sens olfactif va guider l'enfant pour éviter les dangers, vers ses aliments favoris, vers les odeurs, par exemple le parfum de sa maman, etc., etc. Donc on va avoir ces 10 premières années extrêmement riches, extrêmement développées dans le sens olfactif du terme. Et ça, c'est très important pour le développement du cerveau des petits, des enfants, jusqu'à l'adolescence et même jusqu'à l'âge adulte. Le système olfactif est intimement lié à notre cerveau. Voilà comment ça marche. Des molécules odorantes flottent dans l'air, ce sont elles qui composent les odeurs. Lorsque l'on respire, elles entrent dans notre nez et sont capturées par le mucus.
C'est dans cette couche aqueuse que se trouvent les neurones qui portent les récepteurs olfactifs. Il en existe 400 types chez l'humain et chacun reconnaît des odeurs spécifiques. Ça veut dire qu'on peut jouer en fait sur la combinaison de ces 400 familles. Donc ça veut dire que nos possibilités de détection et de discrimination d'odeurs, de molécules odorantes sont quasiment infinies. Donc on est extrêmement performant au niveau olfactif. Surtout que notre système olfactif est composé de millions de neurones qui vont permettre de le connecter avec le cerveau. Une fois les molécules captées et reconnues par le bon récepteur à l'intérieur de notre nez, un signal électrique est envoyé à travers les nerfs olfactifs pour atteindre le bulbe olfactif qui se trouve à l'intérieur du crâne. Là, l'information est transmise au cortex olfactif où l'odeur sera analysée par le cerveau, une région qui est très proche de l'amygdale et de l'hippocampe qui s'occupe du traitement des émotions et de la mémoire. Une autre particularité se trouve dans notre nez. Comme pour la vue et l'ouïe, nous sentons en stéréo grâce à nos 2 narines. Ce stéréo, il est hyper dynamique. C'est-à-dire, on sait, on a fait des enregistrements, que pendant la journée, en fait, on va avoir une alternance de la domination d'une narine par rapport à l'autre, ce qui fait qu'on peut être aussi sensible, en fait, beaucoup plus à des odeurs qui sont à gauche ou à droite. Et donc, ça va donner un jeu comme ça de balance qui va activer en fait différentes populations de récepteurs olfactifs dans le nez. Et donc, ça va donner en fait un dynamisme aérien et d'activité sensorielle qui va être intéressant ensuite pour le cerveau. Le cerveau de l'enfant, justement, est en plein développement à 4 ans. C'est à ce moment-là qu'il commence à mettre des mots sur les odeurs et à les mémoriser. Plus les enfants sont sensibilisés tôt à sentir des odeurs différentes, plus ils sont curieux à en découvrir de nouvelles. D'où l'importance de les rendre attentifs à ce sens. Quand on fait sentir des odeurs à l'aveugle, très souvent les enfants ils arrivent à reconnaître l'odeur alors qu'un adulte n'arrive plus à reconnaître l'odeur. À partir du moment où on devient adulte, la vue domine tout. On ne fait plus attention au reste de nos perceptions. Donc c'est vrai que quand on est enfant, on est encore hyper alerte, on développe tous nos sens. Et quand on grandit petit à petit, finalement, on fait de plus en plus confiance à la vue et on s'affranchit de ce sens olfactif. Et du coup, on doit le redéployer. La prochaine étape de notre voyage nous emmène à la Haute École de Changin. C'est ici que les futurs œnologues développent leur odorat. Dans ce premier cours d'analyse sensorielle, les étudiants en première année de bachelor entraînent leur système olfactif en effectuant différents exercices. Vous devez sentir chacun des 5 pots. Si vous ne reconnaissez pas l'odeur exacte, aucun souci. Vous pouvez noter une description ou ce qu'on appelle une famille olfactive. Est-ce que c'est plutôt un fruit, une fleur ou une épice? En premier, vous avez mis quoi? Framboise. Moi aussi. Clairement. Toi aussi, framboise? Moi, 3. Poivre. Poivre aussi. 4. Rose. Rose. Ouais. Et 5. Moi, j'ai mis pastèque ou concombre. Concombre, c'est un petit peu plus frais. Ouais. T'as pas ce côté moi, je le trouve plus sucré qu'un concombre classique. Comment vous avez senti le concombre au début? Première idée, c'est le concombre. Direct, ouais. Comme un flash comme ça, là, dans le cerveau. Mais c'est assez reconnaissable quand on a mangé. Ouais, mais une fois que vous l'avez dit, c'était hyper facile à... Enfin, ça vient c'est hyper direct. identifiable quand tu sais ce que c'est. Les odeurs, c'est de la mémoire, c'est de la mémorisation. En fait, c'est pas quelque chose qu'on connaît depuis le départ, c'est vraiment parce qu'on a senti un objet et qu'on a associé à un nom. Donc c'est au niveau du cerveau que tout se joue, c'est-à-dire que si vous sentez pour la première fois une odeur, vous serez incapable de verbaliser, de donner un nom à cette odeur. Si vous ne retrouvez pas l'odeur exacte, maintenant que vous savez de ce dont il s'agit, c'est de ressentir pour que votre cerveau fasse l'apprentissage, justement, que vous ayez une mémoire olfactive de ces différentes odeurs. OK? Alors, quelles sont vos propositions? Pastèque, concombre, courge. D'accord. Et ici? De l'herbe. Bois vert végétal. De l'herbe, bois vert, végétal. Ici, on est plutôt dans ce qu'on appelle la famille du végétal frais, puisqu'il s'agit de concombre. On est capable de détecter un nombre énorme d'odeurs. Un peu moins que le chien, mais l'être humain est capable de détecter des milliers, des milliards d'odeurs. Par contre, le problème, il est vraiment au niveau de la mémorisation.
On est capable de dire il y a une odeur, par contre de là à se dire quelle est cette odeur-là et de la nommer, là on estime que l'être humain est capable d'en retenir et d'en mémoriser entre 2 et 4 000 en fonction justement de l'exercice, de l'entraînement qu'on a. C'est finalement ce qu'on fait avec nos étudiants, on leur fait sentir à l'aveugle et puis du coup on augmente ces connexions cérébrales par rapport à ça. Pour la deuxième partie du cours, les étudiants sont amenés dans des cabines de dégustation. Cette fois, l'exercice consiste à reconnaître une seule molécule odorante spécifique. Silence et concentration sont exigés pour connecter le cerveau à l'odeur et faire travailler la mémoire olfactive. Dans les pots noirs, vous aviez des vrais ingrédients. Et ici, vous avez des molécules uniques. Les odeurs de la vie de tous les jours, c'est en général des combinaisons de multitudes de molécules. Faites-vous une bibliothèque d'odeurs quand vous êtes chez vous. Vous ouvrez un croissant le matin, vous le humez pour mémoriser l'odeur du croissant. J'ai tendance à vraiment sentir un maximum de choses. C'est aussi ça qui m'a amenée sur la voie de l'œnologie, en fait, parce que c'est le sens que j'utilise le plus, on va dire. Toujours créer des liens entre les odeurs et ce à quoi on a déjà pu avoir affaire, quoi. On arrive toujours à peu près à un consensus sur ce qu'on a senti. Puis en fait, on ne s'est jamais entraîné à sentir le concombre, on ne s'est jamais entraîné à sentir le poivre, mais on le fait depuis qu'on est né, depuis qu'on sent. C'est naturel, en fait. Ouais, donc... Par exemple, la framboise qu'on a sortie avant, enfin, moi, ça me fait penser à ma grand-mère quand elle faisait ses pots de confiture, quoi. Donc, ouais, on va dire que chaque odeur, c'est un souvenir, c'est un passage dans notre vie, quelque chose qu'on a senti. Donc voilà. C'est le coup de la Madeleine de Proust. Pourquoi c'est toujours utilisé la Madeleine de Proust ? C'est parce qu'en fait, le centre olfactif dans le cerveau est très lié à celui des émotions. Donc en fait, les émotions, la mémoire et l'olfaction sont relativement liés. Donc plus on va avoir d'émotions, plus on va se rappeler aussi des odeurs. Contrairement à toi, bébé olfactus, les êtres vivants dégagent tous une odeur qui leur est propre à travers la dégradation de certaines bactéries. La joie, par exemple, va faire émettre à notre corps des signaux olfactifs spécifiques et cela va influencer nos relations sociales. Ne soupçonnez pas que ces entrées, les informations olfactives étaient aussi puissantes. Notre corps, en fait, dégage une signature très spécifique et ça se passe tout à fait inconsciemment. C'est-à-dire que dans notre sueur, il y a des molécules odorantes. Et en fait, ces molécules odorantes, c'est vraiment un aspect en miroir de ce qui nous caractérise. Donc que ça soit positivement dans la joie ou négativement dans le stress, notre corps parle olfactivement. Le système nerveux logé au fond de nos narines est si performant qu'il perçoit la signature olfactive du microbiote cutané de chaque individu. Parce qu'en fait, c'est notre flore bactérienne qui détermine notre odeur totalement unique et originale. La question de savoir si les humains émettent et perçoivent des phéromones, comme les animaux, reste un mystère pour les scientifiques. Est-ce une réalité ? Et si oui, à quel degré influence-t-elle le choix d'un partenaire ? Personne ne le sait. Mais ce qui est certain, c'est que bien d'autres considérations sociales, culturelles et cognitives font que l'on est attiré par quelqu'un. L'odeur en fait sans doute partie, puisqu'on dit d'une personne qui nous déplaît « je ne peux pas la sentir » ou encore « je ne la sens pas » quand on s'en méfie. Si le Covid a eu une vertu, c'est d'obliger la médecine à se pencher sur l'anosmie, autrement dit l'absence ou la perte de l'odorat. En rendant des millions de personnes à travers le monde incapables de sentir, il a démontré que des virus, celui du Covid comme d'autres, peuvent endommager le système olfactif. Heureusement, la grande majorité a retrouvé l'univers rassurant des odeurs, mais la pandémie a fait que les personnes anosmiques, pour d'autres raisons, se sont soudain senties moins seules, moins incomprises. La pandémie a mis en lumière cette pathologie et la possibilité de la soigner parfois, notamment par la rééducation, toute chose largement négligée jusqu'ici. Trop souvent, on a abandonné les patients qui souffrent de ce handicap invisible. Marcher sans sentir, il manque forcément quelque chose. Il manque surtout le souvenir de toutes ces odeurs qui peuvent varier en fonction des saisons. Et c'est vrai que souvent je me surprends
à essayer d'humer ou essayer de percevoir quelque chose et c'est pas là. Il manque réellement quelque chose qui je ne sais pas comment le décrire, mais quelque chose qui vient de la terre et qui vient vous remplir. L'odeur un peu de terreau, enfin d'humus, ce genre de choses, je sais que c'est là, mais j'y ai pas accès. C'est un peu comme une vision en noir et blanc. On se retrouve avec une sorte de bulle, on partage plus tout à fait les mêmes choses. On se sent un peu fragilisé aussi à quelque part. On a l'impression d'être coupé d'une certaine partie du reste du monde. Je sais que cette maison a une odeur caractéristique. J'ai des souvenirs de ma grand-mère qui, le dimanche soir, préparait la soupe au cerfeuil, vous voyez. Mais ça, c'est une odeur que je conserve vraiment très fortement marquée. On aimerait bien pouvoir, de temps à autre, un peu les revivre, quoi. Dans le courant de l'été 2007, je vis ce que j'apparenterais à des chocs émotionnels. Le premier, c'est que j'ai failli passer à travers une toiture, dans le cadre de mon travail. Mais ça a quand même constitué, je dirais, une des plus grosses peurs de ma vie. Et pendant ce temps-là, donc, mon père était en train de décéder à peu près dans les mêmes périodes. J'encaisse le coup assez durement. Et l'odorat a disparu peu après. Et l'odorat a disparu peu après, effectivement. Il n'en a jamais eu la preuve, mais Florian lie la perte de son odorat à ces deux traumatismes psychologiques. Il se rend compte ensuite qu'être anosmique impacte très fortement ses relations sociales et son moral. L'échange autour des odeurs, il est omniprésent quand on regarde bien. On va dire tout de suite « Ah oui, ça sent super bon » ou alors « ça pue ». Et vous participez pas à ça. Le fait de plus avoir ce côté très, très primaire aussi de l'odorat fait que ça peut accélérer un petit peu le processus de déprime. C'était l'impression de vivre les choses d'une manière un peu terne. On essaye de se raccrocher à des choses plaisantes, puis on se dit, bah non, ma mince, ça on n'a plus, quoi. On n'a plus non plus. Le sens olfactif, il rentre très directement et très fortement dans les centres qui codent et qui sont responsables des émotions, du plaisir et des souvenirs. Donc si on empêche l'entrée de ces informations olfactives qui renseignent sur le monde qui nous entoure, et là, ces centres-là vont être en souffrance d'informations utiles, et donc moins de plaisir, moins d'émotions, moins de souvenirs. Et ça va conduire en fait à une fragilité cérébrale qui va finir par déclencher la dépression. Le récent épisode dépressif de Florian a été accentué par le fait que sa perte d'odorat n'a jamais été prise au sérieux par le corps médical. Et cela depuis le début de son anosmie, il y a 18 ans. Dans les premiers temps où je me suis réellement rendu compte qu'il y avait une perte complète d'odorat, je m'étais rapproché de médecins ORL qui n'avaient pas l'air forcément hyper passionnés par la chose. Donc en gros, tout va bien. Bah, monsieur, on peut rien pour vous. Au revoir, merci. Néanmoins, j'ai quand même de l'espoir, pas forcément pour retrouver l'odorat et être entre guillemets guéri, mais au moins déjà pour avoir une explication. Dire, bah, monsieur, vous ne retrouverez pas l'odorat pour telle raison. Les nombreuses personnes qui ont perdu l'odorat à la suite du Covid ont permis à l'anosmie d'être enfin prise au sérieux et d'être considérée comme un véritable handicap. Il n'y a rien pour vous? Non. Ok, parfait. Non, c'est important. Cela a poussé Florian à retourner consulter pour tenter d'obtenir des réponses. Est-ce qu'il y a une odeur? Légère odeur d'orange. Au service ORL des hôpitaux universitaires de Genève, il commence par passer toute une série de tests olfactifs. 7 réglisse cerise menthe cookies.
Ouais, difficile. Florian échoue à quasiment tous les examens. Cerise. Mais les résultats permettront d'affiner le degré de sa perte olfactive et aider à découvrir son origine. L'anosmie est provoquée en général par 3 grandes causes. Herbe. La toute première cause d'atteinte olfactive, c'est toute maladie qui concerne le nez, que ce soit des congestions, des polypes dans le nez, des allergies, des rhumes chroniques. Ça, c'est le plus grand pourvoyeur de troubles de l'odorat. Ensuite, c'est des traumas crâniens. Le cerveau est une structure entourée d'un peu de liquide, donc il y a un peu de marge pour bouger, mais les nerfs de l'odorat sont impactés dans des petits trous qui traversent entre l'intérieur de la boîte crânienne et le nez. Et là, il n'y a pas beaucoup de jeu. Et ces fibres peuvent être arrachées. Et puis là, c'est comme un câble qui ne marche plus. Il y a plus d'odorat qui peut fonctionner parce que le câblage est déchiré. Et puis des atteintes olfactives post-infectieuses, comme on l'a vu pour le Covid, mais ça existait déjà avant le Covid avec d'autres virus. Et ça existera après le Covid avec d'autres virus que le Covid. Donc c'est pas toujours le Covid, ça peut aussi être une infection autre. Avec la répétition, Les différents tests passés par Florian ont confirmé qu'il est totalement anosmique. Très bien, ouais. Bah là, on va faire un examen clinique. Ouais. Regardez dans le nez s'il y a quelque chose. D'accord, ouais. Vous faites souvent des sinusites, monsieur? C'est assez fréquent, ouais. Vous avez été opéré du nez, monsieur? J'ai été opéré du nez, ouais. En 2001. 2001? Ouais. Pour quelle raison? Pour une remise en place de la cloison nasale. Ouais, d'accord. Je vais examiner votre nez. L'anamnèse et l'observation clinique ouvrent 2 pistes aux médecins pour expliquer les causes de la perte d'odorat de Florian. Donc on va regarder là où il y a les récepteurs qui captent les odeurs. Ouais. Il y a eu un traumatisme crânien à un moment donné? À ma connaissance, pas. Après, il y a un passé qui a qui a beaucoup fait de rugby, puis ensuite sport de combat. Ok. C'est possible que les sports de combat, le trauma crânien, peut faire en fait des séquelles au niveau du cerveau, et puis l'odorat peut ensuite disparaître. Même après le choc, quoi. Parfois, on s'en rend pas compte tout de suite. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, je vois que votre nez a été opéré. Oui. Avec pas mal de sécrétions, pas mal d'inflammations. On va aller rechercher un tout petit peu ces 2 causes dans ces 2 directions-là. Donc voilà un petit peu le plan. Donc on va faire un scanner, une IRM, et puis une prise de sang si nécessaire. Ouais. Donc il y a plusieurs choses à faire pour découvrir ce que vous avez. Un long parcours. Un long parcours. Entendu. Florian va commencer un traitement anti-inflammatoire et reviendra dans quelques semaines pour analyser le fonctionnement des zones cérébrales dédiées à l'olfaction. Une situation assez classique, puisque dans un quart des troubles olfactifs, il faut suivre le patient dans le temps pour en comprendre les causes. Florian peut en revanche nourrir l'espoir de sentir à nouveau, car l'odorat est un sens très particulier. Alors, il y a un truc qui est extraordinaire avec notre sens olfactif qu'on n'a pas avec les autres sens, c'est que nos détecteurs qui sont dans notre nez, les récepteurs olfactifs et les neurones olfactifs qui les portent, ils se renouvellent toute notre vie. On a donc des jeunes neurones olfactifs qui apparaissent environ toutes les 5 à 6 semaines, ça dépend de chaque personne. Si on entraîne notre odorat très fréquemment, ça va renforcer cette neurogénèse, c'est-à-dire stimuler en fait l'arrivée de jeunes et de nouveaux neurones olfactifs. En conséquence, entraîner son odorat à la suite de troubles olfactifs peut aider à l'améliorer. C'est ce que l'on appelle la rééducation olfactive. Voici un exemple de protocole à suivre. Tout d'abord, il faut choisir 6 huiles essentielles à sentir et les transférer dans des récipients neutres pour ne pas pouvoir les différencier. Pour espérer avoir des résultats, il faut respirer les odeurs le matin et le soir, idéalement à jeun, tous les jours pendant au moins 3 mois. À chaque fois, il faut d'abord humer les senteurs une première fois, puis ressentir à nouveau, mais en connaissant le nom de l'odeur et en se concentrant sur elle. C'est vraiment un acte de conscience, on sent des odeurs, on se prend un peu de temps et le cerveau focalise là-dessus.
certaines aires du cerveau qui sont responsables pour l'odorat se fortifient en faisant cet entraînement. Donc ça montre que ce n'est pas juste l'intérieur du nez où il y a plus de neurones qui repoussent. Ça, on ne sait pas vraiment si c'est le cas, mais on sait que le cerveau arrive à mieux extraire un signal et mieux le travailler et en quelque sorte mieux comprendre, même s'il entend un petit peu moins. Les pertes olfactives restent encore très mystérieuses. Mais pour le Covid, les causes ont été bien étudiées et l'on sait maintenant que les virus attaquent le système neurologique. Il y a certaines cellules dans la zone de l'odorat qui sont affectées par le virus du Covid et ensuite ça interrompt la cascade du fonctionnement olfactif. Donc il y a des neurones, donc c'est les cellules qui reconnaissent les odeurs, et il y a des cellules autour qui sont des cellules de soutien. Et en fait, le Covid va attaquer ou infecter ces cellules de soutien, et du coup, le neurone ne peut plus travailler, donc l'odorat s'arrête de fonctionner. L'échafaudage s'écroule, la muqueuse olfactive s'assèche et l'odorat dysfonctionne. Heureusement, les neurones olfactifs se régénèrent et la plupart des gens retrouvent l'odorat après quelques semaines. Mais dans environ 5% des cas, tout ne se passe pas comme prévu. C'est ce qui est arrivé à Sonia. Elle attrape le Covid en janvier 2021 et perd rapidement l'odorat. 2 mois après, tout avait pris des saveurs bizarres. Donc là, en l'espace d'une nuit comme ça, je me suis aperçue en fait qu'au lieu de ne plus rien sentir ou de sentir peu, tout était altéré. Et là, panique. Panique totale. Le melon, je le mets dans la bouche et j'ai l'impression de manger une savonnette. Pour moi, c'est du savon. La mandarine, comme si c'était de l'essence, de la benzine. Et le poulet, quand j'essaie de manger aujourd'hui encore, 4 ans après, c'est comme si la viande était moisie. C'est ce que l'on appelle la parosmie. Un peu comme un piano qui se désaccorderait au moment de la neurogénèse, lorsque le système olfactif se régénère. La parosmie, ça peut s'expliquer parce que quand les neurones olfactifs repoussent du nez vers le cerveau, il y a vraiment un câblage très précis à obtenir. Et en fait, au début de la repousse, ce câblage et cette arrivée des fibres nerveuses qui sont issues de la muqueuse olfactive, des neurones olfactifs, elle peut être un peu déviée. Et donc, ce qui explique aussi qu'elle va pas percevoir, en fait, la bonne odeur puisque le travail cérébral va être perturbé puisque les messages n'arrivent pas au bon endroit dans le cerveau. Certains aliments ne pouvaient plus rentrer à la maison. Alors, pendant 2 ans, je n'ai plus touché un fourneau. Voilà. Alors, celle-ci, je crois que je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Oh, mon Dieu. Elle a de l'ail et de l'oignon, celle-ci. Sonia a le goût altéré car celui-ci est perçu à 80% grâce à l'odorat. Une fois mâchées, les molécules odorantes des aliments remontent vers le nez pour être analysées par les récepteurs olfactifs. C'est ce que l'on appelle la rétro-olfaction. Et puis, toi, tu goûtes après, s'il te plaît. Ça va, sel? On est bon? J'étais créative, j'inventais des plats, je fermais les yeux. Mon nez partait, je disais, ah ok, je pourrais jouer avec cet aliment ou avec un autre. Et tout s'est arrêté. Alors les filets de perche, c'est moi. Ce jour-là, l'Italienne d'origine est venue rendre visite à ses parents pour fêter en famille l'anniversaire de son père. Encore joyeux anniversaire. Mais depuis le début de ses troubles olfactifs, Sonia a de la peine à profiter de ces moments. Non. Ça va pas. Santé. On fait quand même sauter. Non, je peux pas le boire. Moi, je le sens le goût. Pas de problème. Je me suis enfermée. Je ne participe à plus rien. Donc j'ai sauté des mariages, j'ai sauté des baptêmes, j'ai sauté des anniversaires. Et donc, je vis en isolement. Mes collègues, je ne peux pas aller manger avec eux. Ça fait 4 ans que je ne rentre plus dans un restaurant. Et quand tu t'aperçois que ces choses-là ne font plus partie de ta vie, psychologiquement, c'est difficile. Sonia adore revenir ici, dans la maison où elle a grandi. Mais aujourd'hui, le plaisir n'est plus le même. On ne voit pas les bateaux aujourd'hui.
L'odeur, ça fait partie de toi, ça fait partie de souvenirs. L'odeur, c'est des émotions. Et pour moi, tout a disparu. Comme ça, on a réussi à venir, tu vois. L'odeur de la maison, l'odeur de la maman, l'odeur de chez toi, de ton réconfort. Et tu rentres à cette maison, elle est anonyme. Il n'y a plus rien. Et parfois, je m'endors en larmes. Parce que cette odeur, elle n'est plus là. Alors moi, je ne sais plus où m'accrocher pour avoir un réconfort. Proche des marais, Vevey, l'Union. La parosmie de Sonia fait qu'elle est dégoûtée par certaines odeurs. Cette dissonance olfactive l'handicape pour des choses très simples, comme prendre les transports publics. L'autre matin, j'avais une dame, elle avait toute cette odeur de cuisine sur elle, qui peut être de la friture ou cet oignon, cette taille comme ça. C'est insoutenable. Ça m'arrive droit dans l'estomac. Je dois partir parce que je dois vraiment vomir. Et je me dis, bon, je tiens le coup 2-3 arrêts. Si ça va pas, je descends. Et je fais le signe de la croix en me disant, le prochain bus. Comment ça ira ? Spécialiste de l'olfaction, rééducation olfactive, thérapie alternative, Sonia a quasiment tout essayé pour retrouver son odorat. Mais rien n'y fait, tout reste désaccordé. Depuis une année, elle a décidé de se laisser vivre, de laisser faire le temps et garder espoir. J'espère qu'un jour, un médecin ou quelqu'un me dise « on a la solution ». Ce sera la chose la plus belle. Ou bien alors, voilà, me réveiller un matin, me dire « c'est fini ». Moi, j'aimerais vraiment récupérer tout ce que mon nez va m'offrir au niveau des émotions. Embrasser mon mari, ma fille, mes parents, retrouver toutes ces choses. L'odeur de la maison et l'odeur de la famille. La mémoire olfactive, elle est hyper puissante parce qu'il y a un lien direct, très rapidement, entre le nez, le cerveau et les centres des mémoires, alors que pour la vision, il y a tout un traitement du signal qui prend plus de temps, plus de neurones, plus de filtres. Mais pour l'olfaction, il va y avoir un souvenir qui va jaillir, même en dehors de notre contrôle, de façon inconsciente, et qui va vraiment nous secouer, parce qu'en même temps qu'il y a ces mémoires vives qui se mettent en marche, il y a aussi les émotions. Et en fait, c'est cet ensemble-là qui va faire que cette stimulation olfactive, elle va être très intéressante, même pour des personnes Alzheimer qui sont très avancées dans la maladie. La fin de notre voyage olfactif nous emmène aux Charmettes, un EMS spécialisé dans la prise en charge de personnes atteintes de troubles cognitifs. Ici, bébé olfactus, la stimulation de l'odorat joue un rôle très important. Tout ce qui est odeur amène un environnement calme et serein. Dans la fragilité de la mémoire, ce qu'il faut savoir, c'est que la personne, elle ne sait pas où elle se trouve. Même si ça fait 4 ans qu'elle vit aux Charmettes, elle ne sait toujours pas où elle est. C'est les odeurs qui vont l'amener dans un environnement serein. Parce que je connais, je pourrais pas dire que c'est du café, mais je connais l'odeur du café. Je connais l'odeur du pain grillé. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on a observé aussi qu'avec ces odeurs-là, on calme la personne et il y a moins d'agitation, et il y a moins de troubles de comportement. Oui, il a un goût très très bon. Très très bon. Ce qu'on voit, parce que c'est un petit peu l'expérience qui le dit, c'est que ça freine vraiment la maladie. Des senteurs spécifiques sont également préparées par une olfactologue. Elles sont ensuite diffusées dans certains lieux de passage pour apaiser les résidents. Ça fait penser à du vin. Des ateliers olfactifs sont aussi organisés chaque semaine avec une olfactothérapeute. Estelle choisit des odeurs spécifiques en fonction des participants afin de stimuler leur cerveau. Et ensuite, vous porterez à votre nez l'odeur, vous la respirerez, et puis on parlera ensemble de ce que ça nous évoque. Oui, j'aime bien. En plusieurs odeurs. Tu arrives à décortiquer pour nous dire ce que tu vois ou ce que tu ressens? Non, pas du tout. Pas du tout. Dans la maladie d'Alzheimer,
Au début, on a la mémoire à court terme Mais je sais pas. qui est endommagée et on va être dans l'incapacité de faire de l'apprentissage et de créer des nouveaux souvenirs. C'est quoi? C'est intéressant d'aller piocher dans la mémoire ancienne, la mémoire à long terme. Et avec l'olfaction, ce qu'on cherche à faire, c'est avoir un réveil de mémoire autobiographique, c'est-à-dire qu'ils nous partagent leur expérience de souvenirs qu'ils ont, eux, vécus. Ça sent c'est bon. Hein. Ouais. Ça sent. Ça donne envie de manger le... Je connais, mais j'arrive pas. C'est compliqué de savoir exactement ce qui se passe dans leur tête, ce qu'ils ressentent. On est déjà content quand ils arrivent à s'exprimer et qu'il y a une odeur qui enclenche une réaction. Ça fait penser à un vin, je sais pas pourquoi. C'est possible. Continuez à chercher. Il y a un souvenir rangé dans un tiroir. Il faut aller chercher dans ce tiroir. Vous êtes pas mal, hein? Qui a déjà eu la chance de ramasser des abricots directement dans l'arbre? Quand j'étais jeune, je tournais autour des abricotiers. Je préférais les cerises, entre nous soit dit. Il fallait attendre juste qu'ils soient bien mûrs. Et à ce moment-là, on pouvait les manger, les prendre. Tu les mangeais comme ça ou tu les ramenais pour le... Non, je les... Non, c'était pour moi. Ouais. Ce qui m'anime, c'est vraiment de voir qu'une odeur peut susciter des réactions super belles et des souvenirs qui reviennent à la surface, mais qui sont totalement intacts. Je trouve ça juste merveilleux. Je souris avec eux quand je vois qu'il y a une étincelle et qu'il y a quelque chose qui se passe. Jean-Marie, viens, on va sentir. Sens. Tu respires l'odeur du chocolat. On le sent. Respire doucement. Va aller s'installer. On va travailler avec l'odeur du chocolat. Estelle fait également des sessions personnalisées avec des résidents plus avancés dans leur trouble cognitif, comme ici avec Jean-Marie. Respire encore un petit peu. Tu vois, ça t'apporte de la détente. Oui. Où est-ce qu'on va où, là, Jean-Marie? Viens, assieds-toi. Assieds-toi, là. Non? Viens voir. Après, le regarde. C'est bon? Ah oui. Après. Tu respires super bien. Bravo. Est-ce que tu sens l'odeur de chocolat qui traverse toutes tes narines? Elle remplit ton corps de bonne odeur. Elle te détend. Tu aimes? Tu aimes cette odeur? Oui. Oui. Est-ce que tu veux qu'on s'installe tranquillement? Comme ça, on peut regarder les images en même temps qu'on sent. Ah oui, Oui? On essaye? Oui. Jean-Marie. Voilà. Un bon chocolat chaud au lait. Oui. Cette scène de vie si délicatement intense rappelle la puissance évocatrice des odeurs et pour éprouver du plaisir à manger, on a absolument besoin de l'odorat. Le goût seul ne suffit pas. C'est la rétro-olfaction qui permet l'explosion des saveurs en bouche et dans le cerveau. Humer l'air du printemps, avoir les narines qui frétillent aux abords d'une boulangerie, sentir le linge propre, c'est se constituer un répertoire de souvenirs encodés dans le cerveau, les derniers à disparaître quand la mémoire s'efface. C'est la fin de ce numéro de 36.9. Au nom de toute l'équipe de la rédaction et du studio, merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. La collection complète de nos enquêtes et reportages santé est à disposition sur Play RTS. À bientôt.